ne passe pas dans mon là, vous allez m'aider. On va faire en anglais. Bon, l'épilepsie, la définition, d'abord, il y a, parce qu'il y a des crises d'épilepsie, il y a la définition de l'épilepsie, il y a la crise de perte de connaissance, où le malade tombe, il perd connaissance, ou bien il bouge, il fait des mouvements incontrôlés. Quand est-ce qu'on parle de l'épilepsie? Donc, c'est basé en principe, comment ça arrive que le patient ait l'épilepsie. On parle de dysfonction soudaine et temporaire du système nerveux central, hein, du système nerveux, c'est-à-dire du rien. Et la phénoménologie repose sur des décharges de neurones anormales, parce que nous avons dans le cerveau des neurones excitatifs, des neurones, comment on appelle l'autre forme, de freinage, inhibiteur, exactement. Et lorsque les fonctions des neurones excitatifs dominent sur la fonction des neurones inhibiteurs, c'est là où il y a des décharges incontrôlées. Et le patient, ça se manifeste chez le patient par des formes d'épilepsie. Et dans ce cas, on observe alors très synchrone des charges pathologiques, hein, variables temporairement et particulièrement, cette phénoménologie varie énormément en fonction de l'origine, hein, de la localisation au niveau du cerveau. Ça peut être dans les deux hémisphères, ça peut être dans un hémisphère, ça peut être au niveau du cortex ou bien un peu plus bas. Hein, et selon la localisation, c'est là où, la phénoménologie du patient est toujours différente. Le diagnostic est justifié d'après la nouvelle définition. Le patient doit avoir d'abord une crise d'épilepsie, c'est-à-dire une manifestation clinique. Dans le patient, on disait que bon, le patient doit avoir d'abord plusieurs crises pour qu'on puisse un jour ou l'autre parler d'épilepsie. Sinon, on parlait d'une crise d'épilepsie. Mais la nouvelle définition dit que si le patient a une crise d'épilepsie et que le diagnostic montre qu'il y a de fortes chances que le patient manifeste en ce corps une prochaine crise, là, on peut déjà parler d'épilepsie. Comment est-ce qu'on le démontre? Selon le diagnostic approprié. C'est-à-dire que si d'après une imagerie ou bien une électroencéphalographie, on dit que bon, le patient est prédisposé à une nouvelle crise, là on peut déjà parler d'épilepsie. Et ça a des conséquences sur la thérapie. Parce que dans le passé, on disait que c'était clair, bon, il y a cela, je ne sais pas, 5 ans, on disait c'était clair qu'après une crise d'épilepsie, le patient n'a pas besoin d'être traité. Mais avec la nouvelle définition, on peut déjà traiter le patient après une crise. Ça se manifeste en plusieurs phases. Bon, dans la définition de l'épilepsie, on distingue plusieurs phases. La phase même où le patient réagit aux décharges qui viennent du cerveau, cette phase-là dure en principe à peu près 2 minutes. Mais la majorité des gens qui ont vécu le patient dans la crise, ils vous parleront de ça fait peut-être 10 minutes, ça fait peut-être 5 minutes, mais la crise même en soi dure à peu près 2 minutes. Mais le patient subit pendant cette phase, qu'on appelle phase ictale, il subit des convulsions, hein, des convulsions généralisées ou bien des petites absences, c'est-à-dire que vous causez avec quelqu'un, vous lui posez une question, il traîne par exemple, il fait par exemple 5 secondes avant de répondre. Ou alors il ne sait pas ce qui avait été posé comme question. Il peut être assis, la manifestation dans la phase ictale peut être juste un petit crépitement, des petites sensations au niveau du bras ou bien au niveau du pied qui dure peut-être 1 minute et puis qui disparaît. Ça peut être peut-être juste une mastication dont il est devant vous subitement. Et ça, c'est déjà une crise d'épilepsie. Donc, il y a plusieurs formes de ça. Ce qui se manifeste, la phase ictale est très différente.
est très différente selon les patients, selon la forme. Bon, la phase post-ictuale, généralement chez les patients, c'est la phase après les 2 minutes. Le patient est généralement, chez les patients qui ont des formes tonico-cloniques, il y a des troubles de mouvement, ils sont fatigués, des problèmes d'articulation, ils peuvent avoir même des paralysies qui peuvent durer peut-être 30 minutes, ou bien 1 heure de temps, ou bien 5 heures de temps. Hein. Et quand vous avez un patient qui a peut-être vécu une crise d'épilepsie avec paralysie, touch limb, c'est comme ça qu'on appelle ça, vous avez peut-être l'impression qu'il a eu un AVC. Donc c'est toujours différent. Bon, maintenant la phase interictuale, donc c'était la phase post-ictuale. La phase interictuale, c'est la phase entre 2 crises. Entre 2 crises d'épilepsie. Ça peut varier peut-être de quelques minutes. Donc le patient peut avoir une crise à 10h, donc 10h30, la phase post-ictuale est déjà terminée. Bon, maintenant, si par exemple à 14h, il a encore une deuxième crise, la période entre 10h30 et 14h, c'est une phase interictuale. Ça peut aussi faire des mois, ou bien ça peut faire des années. Mais là, c'est toujours une phase interictuale. Et pendant cette phase, le patient ne souffre que des comorbidités de l'épilepsie, qui est chez certains patients qui peuvent être une dépression, une peur qui arrive de temps en temps, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des attaques, on appelle attaques peureuses, un truc comme ça, qu'ils ont des attaques de ce genre-là. Ou alors les patients, des pertes de mémoire, ils ont souvent des pertes de mémoire, particulièrement chez les enfants, chez les patients qui ont de l'épilepsie du lobe temporaire. Maintenant, l'étiologie, d'où vient l'épilepsie? Comment est-ce que ça arrive? Une cause qui sont associées peut être liées à plusieurs causes. Hein? Prédisposition génétique. Donc, comme on parlait tout à l'heure de la gastrite, l'épilepsie aussi n'est pas, en fait, comment on dit, contagieuse ou bien n'est pas héréditaire. Mais il y a des prédispositions chez certains patients. Vous allez trouver une famille où la maman avait l'épilepsie, dont le premier fils n'a pas d'épilepsie, la fille a l'épilepsie, et puis le dernier, si on ont 6 enfants, le dernier a peut-être l'épilepsie. Donc c'est toujours important de demander quand l'épilepsie, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille? Ça aide aussi à mettre le diagnostic. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui souffre d'épilepsie? Donc, prédisposition génétique, par exemple, qui est basée sur des mutations des récepteurs émetteurs ou des canaux uniques. Il y a des défauts métaboliques ou alors des dommages congénitaux. C'est-à-dire que pendant la naissance, s'il y a eu une asphyxie, ou alors si la naissance, si un binôme a été par césarienne ou bien par opération, oui. Donc, ça